Vous pensez que les chiens vous aiment parce que vous les nourrissez. Mais des études révèlent quelque chose de plus étrange sur ce lien. Quand un chien te fixe du regard, vos deux cerveaux libèrent la même hormone qu'une mère ressent en tenant son nouveau-né dans ses bras. L'alimentation n'y est presque pour rien. La chimie va bien plus loin qu'une simple récompense alimentaire. Réfléchissez-y. L'animal qui dort à vos pieds exécute le même programme neurochimique qu'un nourrisson humain. Ce n'est pas une métaphore, ni une jolie comparaison. Même hormones, même boucle de rétroaction, même ancien câblage mammifère en dessous. Et ça devient encore plus étrange. Les chiens ne sont pas simplement des loups apprivoisés, réduits dans un corps plus petit et plus amical. Quelque part entre la dernière paillote glaciaire et le canapé de votre salon, quelque chose de profond leur est arrivé, lentement. Leur cerveau a changé. Leurs hormones ont changé. Même leur visage a changé. Tout s'est accordé autour d'une seule chose bien précise, nous. Il s'avère que votre chien n'est pas seulement fidèle, il est chimiquement accro à vous à un niveau hormonal. Définissons ici l'obsession, car ce mot est employé à tort et à travers. Les scientifiques qui étudient le lien entre le chien et l'humain désignent 3 comportements. D'abord, le contact visuel. Les chiens cherchent nos yeux exprès, soutenant ce regard comme presque aucun autre animal. Deuxièmement, il vous suit. Un chien vous suit de la cuisine à la salle de bain, à la chambre, puis à la cuisine encore, sans raison, pour toujours. Troisièmement, le stress de la séparation. Laissez un chien seul, le cortisol grimpe, le rythme cardiaque change et il attend près de la porte. Réfléchissez à quels autres animaux font vraiment cela. Les chats vivent avec nous, mais un chat, c'est essentiellement un colocataire. Un colocataire qui tolère votre existence en échange de nourriture et de coins ensoleillés bien chauds sur le sol du salon. Les chevaux déchiffrent brillamment le langage corporel humain, mais ils ne sondent pas votre âme depuis l'autre bout d'une pièce silencieuse. Les chimpanzés partagent près de 99% de notre ADN et pourtant, ils n'arrivent toujours pas à suivre de manière fiable ce qu'un humain leur montre du doigt. Les chiens, oui. Un chiot en est capable dès 8 semaines, sans aucun dressage, tout simplement programmé pour nous. La question a son importance. Aucun autre animal sur Terre ne fait ce qu'un chien fait avec un humain. Pas un seul. Une fois que tu remarques ça, tu dois te demander pourquoi. Qu'est-ce que l'évolution a fait à cette espèce en particulier, à elle seule? La réponse, il s'avère, nous révèle quelque chose de dérangeant. Pas seulement sur les chiens, sur nous, sur ce que nous choisissons de privilégier, de ce que nous façonnons par notre attention. Les chiens sont un miroir, et ce qui nous fixe en retour est plus étrange qu'on ne le pense. Car il y a des milliers d'années, quelque chose d'étrange s'est produit autour de nos feux de camp. Voici le paradoxe qui rend cela si intéressant. Les humains anciens étaient terrifiants. Les scientifiques qualifient nos ancêtres de super prédateurs, et ils le pensent au sens propre, des chasseurs coordonnés. Nous avons utilisé le feu, les projectiles, les pièges. Nous avons conduit des espèces entières de mégafaunes à l'extinction sur chaque continent que nous avons foulé. Si tu étais un loup il y a 20 000 ans et que tu voyais des humains traverser une vallée, un seul geste était le bon. Partez immédiatement. Et pourtant, certains loups ne sont pas partis. Certains se sont approchés. Certains se sont assis à la lisière de la lueur du feu. En regardant des hominidés arracher la viande d'une carcasse, ils ont décidé que le risque en valait la peine. Ces loups ne devraient pas exister. Tout dans l'évolution laisse penser qu'ils auraient dû mourir les premiers, abattus d'un coup de lance ou chassés pour leur faiblesse. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On appelle ça l'hypothèse de l'autodomestication, et elle renverse complètement cette histoire. L'idée est simple. Personne ne s'est assis pour apprivoiser un loup. Ça, c'est la version livre pour enfants de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que les loups qui étaient un peu moins craintifs, plus curieux, plus tolérants, se sont approchés. Ils se rapprochaient des restes, ils mangeaient en premier, ils mangeaient davantage. Et leurs petits étaient plus sains et plus robustes. Leurs petits ont hérité de ce même tempérament, un peu moins craintif. Répétez cela pendant des milliers de générations et quelque chose change vraiment. Vous n'avez plus un loup, vous avez quelque chose de complètement nouveau, un animal façonné pour vouloir notre présence.
Non pas parce que les humains l'ont imposé, mais parce que vivre près des humains était génération après génération la stratégie de survie gagnante. Les loups les plus amicaux mangeaient en premier. Les loups les plus amicaux se reproduisaient davantage. Les loups les plus amicaux sont finalement devenus de véritables chiens. Voilà tout le mécanisme. Une fois que tu le comprends, tu réalises que ton chien n'est pas vraiment un prédateur apprivoisé. Votre chien est une créature dont les ancêtres nous ont choisis, parce que nous étions la meilleure source de nourriture du quartier. Mais la gentillesse à elle seule n'explique pas ce regard fixe. Beaucoup d'animaux sont gentils. Les moutons sont gentils. Les vaches aussi. Ils ne s'assoient pas à tes pieds pour te fixer pendant 20 minutes d'affilée. Il se passe quelque chose de précis. En 2015, un groupe de chercheurs japonais a mené une expérience qui a changé notre façon de penser. Ils ont pris des chiens et leurs maîtres, les ont placés ensemble dans une pièce et ont mesuré une hormone appelée ocytocine. Ils l'ont mesurée dans l'urine des deux. Ce n'est pas pour rien que l'ocytocine est parfois appelée l'hormone de l'attachement. C'est ce qui inonde le cerveau d'une jeune maman à l'instant où elle pose les yeux pour la première fois sur son tout petit bébé. C'est ce qui te rend chaleureux et bête, étourdi et distrait auprès de quelqu'un que tu aimes vraiment. Les chiens et leurs maîtres devaient interagir normalement, jouer un peu, parler un peu, se regarder. Lorsque les chercheurs ont mesuré les niveaux d'ocytocine après coup, ils ont découvert quelque chose de remarquable. Ceux du chien comme ceux de l'humain avaient grimpé en flèche. Et plus leur regard mutuel se prolongeait, plus le pic montait haut pour tous les deux. Ensuite, ils ont refait l'expérience avec des loups. Des loups élevés par des humains dès la naissance, nourris à la main, socialisés, traités exactement comme des chiens. Et les loups ne soutenaient pas le regard, ils détournaient les yeux. Ils ne fixaient pas du tout. La boucle d'ocytocine ne s'est jamais déclenchée. Quelque part en chemin, les chiens ont développé quelque chose que les loups n'ont tout simplement pas. Ils ont développé la capacité de déclencher l'hormone de l'attachement humain rien qu'en plongeant leur regard au fond de nos yeux. Et plus encore, leur propre corps a développé la capacité de libérer cette même hormone en retour. Regarde ton chien te regarde. Vos deux cerveaux se libèrent la même substance chimique. La molécule exacte que partagent une mère et son nourrisson dans les tout premiers instants de la vie. Votre chien n'a pas simplement appris à vivre avec vous. Votre chien a détourné le câblage parental de votre espèce. Pas grâce à un entraînement, ni à quoi que ce soit que vous ayez fait consciemment. Cela s'est produit par pure évolution, au fil de milliers d'années. Imagine que tu es un chiot et à chaque fois que tu croises le regard de la créature sans poils qui contrôle ta nourriture, vous ressentez tous les deux une petite vague de bonheur chimique. Alors vous vous regardez dans les yeux, encore et encore. L'humain aussi. Et au fil de milliers de générations, cette petite boucle de rétroaction se resserre de plus en plus, jusqu'à ce que ce ne soit plus une simple boucle. C'est un lien, aussi étroit chimiquement que celui d'un parent et de son enfant. Et au fil du temps, leur corps a réellement changé physiquement pour rendre ce regard totalement irrésistible à nos yeux. Il s'avère que les chiens possèdent un petit muscle facial que les loups n'ont pas. C'est ce fait qui m'a le plus surpris. Il s'appelle le levator anguli oculi medialis, long nom, petit muscle, juste au-dessus du coin interne de l'œil. Son unique rôle est de soulever la partie interne du sourcil. C'est tout. Un seul muscle, une seule fonction, rien de plus. Tu connais cette tête que fait ton chien quand tu manges quelque chose de bon et qu'il n'en a pas une seule bouchée? Ce regard triste, suppliant, avec le front plissé? Il est presque entièrement produit par ce seul petit muscle. Les loups ne peuvent pas faire cette tête. Ils en sont physiquement incapables. Ce muscle n'existe tout simplement pas dans leur anatomie. Les chercheurs ont disséqué des chiens et des loups côte à côte. Chez les chiens, ce muscle est bien développé et présent de manière constante dans chaque race. Chez les loups, il s'agit soit d'un fragment de tissu épars, soit il est totalement absent. C'est une différence anatomique considérable. Alors, quelque part au cours des 15 000 dernières années, l'évolution a doté les chiens d'un tout nouveau muscle facial. Et il n'existe que pour bouger le sourcil. Pourquoi cela se produirait-il? Pourquoi sculpter un tout nouveau muscle? Parce qu'on aime ça? Voilà la réponse. C'est toute la réponse, honnêtement. Rien de plus compliqué que ça.
Les études montrent que lorsque nous voyons un chien lever ainsi l'intérieur des sourcils, nous réagissons plus vite, nous les adoptons plus rapidement dans les refuges, nous leur parlons avec douceur, nous leur donnons à manger. Les chercheurs disent que nous les traitons davantage comme des nourrissons, comme des bébés. Ainsi, pendant des milliers d'années, les chiens dotés du muscle du regard attendrissant le plus développé ont été choisis, nourris, gardés, reproduits. Nous n'avons pas simplement accepté les chiens, nous avons façonné leur visage, génération après génération, sans une seule décision consciente. Nous avons choisi ceux qui semblaient les plus déchirants. Leurs visages se sont transformés pour refléter ce que nous ne pouvions refuser. Les chiens ne se sont pas contentés de s'adapter à nous, nous les avons façonnés. Et ils sont incroyablement doués pour nous décrypter en retour. Et c'est ceci, pointe quelque chose du doigt, un bol, un jouet, un endroit sur le sol. Un chien suit ton doigt. Simple, non? Un enfant d'1 an y arrive. Pourtant, un chimpanzé, notre plus proche parent, en est incapable de façon fiable. Pas sans un long entraînement. Les chimpanzés regardent le doigt, les chiens, eux, regardent l'endroit que le doigt désigne. Cette différence est énorme. Les chiens arrivent préinstallés en supposant que les humains ont des intentions qui valent la peine d'être suivies et ils nous lisent en permanence. Ils lisent nos yeux pour l'attention, notre voix pour l'humeur, notre posture pour voir si nous sommes une menace. Et ils font tout cela sans jamais l'avoir appris. Il existe chez les humains un phénomène appelé la contagion du bâillement. Quand une personne bâille, les autres autour bâillent aussi. C'est un signal d'empathie, lié au cerveau qui se synchronise avec l'état d'autrui. Les chiens bâillent quand nous bâillons, surtout leur maître. Plus le lien est fort, plus ils attrapent le bâillement. Et ça devient encore plus étrange. Des études montrent que les chiens peuvent réellement sentir notre stress à travers notre haleine et les composés de notre sueur. Lors d'une expérience, des chiens ont reçu des échantillons de sueur humaine issus d'états calmes et stressés et ont identifié le stress avec précision. Puis, autour d'un humain stressé, leur comportement a changé. Ils devenaient plus prudents, plus attentifs à ce que nous ressentions. Et maintenant, voici le plus fou. Les chiens n'ont presque certainement pas ce que les scientifiques appellent la conscience de soi, comme nous. Ils ne se reconnaissent pas dans les miroirs, ils ne se voient probablement pas comme des personnages dans une histoire. Et pourtant, sans la moindre conscience d'eux-mêmes, ils nous déchiffrent mieux que la plupart des humains ne se comprennent entre eux. Ils n'ont pas besoin de savoir qui ils sont pour savoir exactement ce que nous sommes en cet instant. Ce qui soulève une question franchement dérangeante. Qui dirige vraiment tout cet arrangement entre nous? Que doit faire un chien pour survivre dans le monde moderne? Presque rien du tout. La nourriture arrive dans une gamelle. L'abri est fourni. L'eau, la chaleur, les soins médicaux, la protection contre les prédateurs, tout est gratuit. En échange, le chien offre quoi exactement? De la compagnie, un regard, une queue qui remue. C'est un échange incroyable. D'un point de vue strictement évolutif, les chiens ont réussi l'une des plus grandes arnaques de toute l'histoire de la vie sur Terre. Ils ont convaincu un super prédateur, une espèce qui a poussé les mammouths à l'extinction, de les nourrir et de les héberger. Ils y sont parvenus en développant un visage qui active nos instincts de protection et une boucle hormonale qui imite la parentalité. On pourrait soutenir, et certains scientifiques le pensent vraiment, que ce n'est pas nous qui avons domestiqué les chiens. Ce sont les chiens qui nous ont domestiqués. Ils ont trouvé leur créneau en exploitant l'instinct humain de prendre soin et se sont spécialisés jusqu'à devenir les champions incontestés. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas une exploitation à sens unique, parce que nous aussi nous avons changé, et de façon assez spectaculaire. Tu te souviens de cette étude sur l'ocytocine? L'hormone ne monte pas seulement chez le chien, elle monte aussi chez l'humain. Quand tu plonges ton regard dans les yeux de ton chien, ton corps réagit comme s'il s'agissait d'un véritable acte parental. Votre tension artérielle baisse, votre taux de cortisol diminue, votre humeur s'améliore de façon notable. Ce lien est véritablement réciproque. Les humains qui vivent avec des chiens ont en moyenne
des marqueurs de stress au repos nettement plus bas. Nous aussi, on y gagne quelque chose. Nous avons évolué pour créer des liens avec les nourrissons et les chiens se sont glissés dans ce circuit dans un câblage parental ancestral. Notre lien avec eux n'est pas qu'une simple habitude ou un passe-temps, c'est désormais un contrat biologique à double sens, inscrit dans les deux espèces au fil de milliers d'années. Nous leur avons offert une niche, ils nous ont offert des hormones. Personne n'est vraiment aux commandes ici. Les deux espèces se sont rapprochées l'une de l'autre parce que ça fonctionnait. Voilà une coévolution aboutie. Ce contrat a des conséquences que tu ressens chaque jour. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton chien se comporte si bizarrement ? Quand tu quittes la maison, il gémit, tourne en rond, ronge le canapé, fixe la porte pendant des heures. Ce comportement n'a rien d'une désobéissance. C'est un ancien pacte brisé, façonné depuis 15 000 ans. La meute reste unie, l'humain fait partie de la meute. Quand tu disparais sans prévenir, la panique du chien s'active. Car dans le passé évolutif lointain, être séparé du groupe signifiait une mort certaine pour un chien. L'anxiété de séparation, c'est votre chien qui exécute un programme d'urgence conçu pour une chasse au mammouth qui a terriblement mal tourné. Il n'a aucun moyen de savoir que tu vas vraiment revenir. Il sait seulement que le groupe s'est brisé. Et ce regard coupable quand tu rentres et découvres quelque chose de mâchouillé, ce n'est pas vraiment de la culpabilité en fait. Ça, c'est un chien qui lit ton langage corporel, ton ton, ta posture, et qui comprend que tu es contrarié. Puis, en diffusant ce signal, il a évolué pour les maîtres lorsqu'un humain à proximité semble visiblement contrarié ou en colère. De grands yeux, les oreilles en arrière, le sourcil intérieur relevé. Exactement le muscle dont nous avons parlé dans le segment précédent. C'est la bouille du chiot qui fait exactement ce pourquoi l'évolution l'a conçu pour nous. Vous n'êtes pas manipulé par un escroc, vous êtes déchiffré par un expert. C'est très différent. Pendant ce temps, quand tu t'assois sur le canapé et que tu caresses ton chien pendant 10 minutes, ta tension artérielle baisse. Votre rythme cardiaque ralentit. Des études montrent que même regarder des poissons dans un aquarium a cet effet, mais les chiens le font plus fortement. Parce que ton corps croit encore, à un certain niveau, que caresser un mammifère chaud signifie que la meute est en sécurité, l'enfant est nourri, le feu est allumé. Donc cette obsession n'est pas à sens unique, ce n'est pas ton chien qui est en manque. Vous êtes tous les deux en manque d'affection dans cette relation. Toi, tu ne mordilles pas le canapé pour autant. C'est la seule différence. Votre chien fait exactement ce que 15 000 ans d'évolution l'ont façonné à faire, jour après jour. Et vous faites exactement ce que 15 000 ans de coévolution vous ont façonné pour faire, en retour. Les regards insistants, les pas qui te suivent, l'accueil à la porte, la mine triste quand tu prépares une valise, tout cela, c'est le contrat qui tient. Ce qui pousse à se demander quels autres animaux nous avons discrètement transformés. Parce que les chiens ne sont pas la seule espèce qui vit avec nous, mais ce sont les seuls à jouer exactement à ce jeu-là. Les chats, par exemple, ont suivi un processus complètement différent. Les chats se sont pour ainsi dire domestiqués eux-mêmes il y a environ 10 000 ans, quand les humains ont commencé à stocker le grain. Là où il y a du grain, il y a des souris. Là où il y a des souris, il y a des chats. Les chats se sont installés, ont mangé les nuisibles et ont été tolérés. Mais les chats n'ont jamais développé ce lien du regard avec nous. Leurs boucles d'ocytocine avec les humains sont plus faibles. Ils nous observent, mais plutôt comme un propriétaire surveille son locataire. Les chevaux sont un autre cas intéressant. Ils lisent remarquablement bien le langage corporel humain. Le cavalier déplace son poids, le cheval réagit. Mais les chevaux ne vous fixent pas pour se rassurer. Ils ne cherchent pas le contact visuel comme un rituel d'attachement. Leur relation avec nous est profonde, mais différente. Cela ressemble davantage à un collègue qu'à un membre de la famille. Seuls les chiens se sont glissés jusque dans la place réservée aux liens parents-enfants. Seuls les chiens ont appris à déclencher cette hormone entre la mère et le bébé. Ce qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose de bien précis avec les chiens qui ne s'est produit avec personne d'autre. Et voilà le truc. On se pose la question pour les humains. Une idée gagne du terrain. Nous nous serions fait exactement la même chose à nous-mêmes. Que les humains, quelque part en chemin,
sont devenus le primate auto-domestiqué. Des visages plus doux, des dents plus petites, moins d'agressivité, des enfances plus longues. Les mêmes signes que l'on observe chez les chiens par rapport aux loups, on les retrouve chez les humains modernes par rapport aux hominidés plus anciens. Ce qui soulève une question étrange. Si les loups les plus amicaux sont devenus des chiens, que sont devenus les humains les plus amicaux? Sommes-nous les descendants des versions de nous qui, tout simplement, s'entendaient bien, qui tissaient des liens par un simple regard? Nous sommes-nous façonnés en une espèce qui scrute les visages sans relâche et qui tombe malade dès qu'elle se retrouve isolée? Je ne veux pas répondre à ça ici. C'est tout un autre sujet à explorer, pour un autre jour entièrement. Mais c'est le genre de question qu'on ne peut sincèrement plus s'empêcher de se poser une fois qu'elle s'est logée dans notre esprit. Ce qui nous ramène à ce chien qui vous fixe tranquillement, là, de l'autre côté de la pièce. Parce que ce regard n'est pas mignon. Pas vraiment. Ce regard, c'est 15 000 ans de sélection naturelle assis sur ton plancher. Ce regard, c'est un nouveau muscle facial, une boucle hormonale, un instinct parental détourné, une espèce qui nous a choisis en retour. Ce regard est un contrat plus ancien que l'agriculture, plus ancien que les villes, plus ancien que l'écriture elle-même, transmis entre vous deux. Ton chien ne t'aime pas comme les gens le prétendent. Ton chien t'aime d'une manière qui est chimiquement spécifique. Spécifique sur le plan structurel. Spécifique sur le plan évolutif. D'une manière dont aucun autre animal sur Terre n'a jamais aimé un être humain. Une méthode que nous pouvons désormais mesurer dans des échantillons d'urine, disséquer dans les fibres musculaires et observer au microscope. Et le plus étrange, quand on se pose avec tout ça, c'est que l'amour va dans les deux sens. Tu n'as pas choisi de te sentir plus apaisé quand ton chien pose sa tête sur ta jambe. Ton corps le fait, tout simplement. Parce que ton corps a été façonné par ces mêmes 15 000 années, de l'autre côté du contrat ancien. Si tout ça t'a intrigué, abonne-toi. Je parle simplement de trucs que je trouve vraiment étranges, et il y en a d'autres à venir. La suivante concerne cette autre question, celle qui nous concerne, à savoir si l'humain est le primate auto-domestiqué, et ce que cela pourrait bien signifier pour notre façon de vivre aujourd'hui.